L'une des routes commerciales les plus importantes du monde peut-elle s'arrêter complètement? Le canal de Panama, clé entre les océans Atlantique et Pacifique, fait face à une crise sans précédent. Le manque d'eau est en train de le paralyser. Aujourd'hui, nous révélons pourquoi ce géant de l'ingénierie est en train de s'assécher et quel impact cela aura sur le commerce mondial. Numéro 10. L'histoire du canal de Panama. Avant sa construction, les voyageurs entre les océans Atlantique et Pacifique faisaient face à de nombreux défis. Naviguer à l'extrême sud de l'Amérique du Sud était autrefois une traversée dangereuse autour de la Terre de Feu, avec une menace constante de naufrage. Mais soudain, le canal de Panama est apparu, cette voie navigable artificielle qui s'étend sur 82 km et dépend d'énormes quantités d'eau douce, environ 200 millions de litres pour chaque navire qui le traverse. Ces écluses à chaque extrémité élèvent les navires à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer afin de réduire la quantité de travaux d'excavation nécessaires. Mais lorsqu'il pleut peu ou pas du tout, ces lacs ne se remplissent pas comme ils le devraient et le canal commence à manquer d'eau. Malheureusement, ce n'était pas seulement un problème pour le canal, mais un grave problème pour tout le pays. Les agriculteurs ont commencé à rencontrer des difficultés. Les gens ont commencé à s'inquiéter pour l'eau potable et toute l'économie était déjà en danger si la situation ne changeait pas. En 1881, la France a commencé à creuser le canal, mais a dû arrêter en raison de problèmes d'ingénierie et des conditions difficiles qui ont causé la mort de nombreux ouvriers. Les États-Unis ont pris le contrôle en 1904 et, après une décennie de travail acharné, ont finalement inauguré le canal en 1914. Les États-Unis ont administré le canal et la zone environnante jusqu'à la signature des traités Torrijos-Carter en 1977, qui ont posé les bases pour que le Panama prenne progressivement le contrôle. En 1999, le Panama avait le contrôle total et le canal était désormais géré par l'autorité du canal de Panama, une entité publique. Par la suite, entre 2007 et 2016, un projet encore plus ambitieux a été lancé, la construction d'une troisième voie d'écluse, plus large. Cette expansion a permis le passage de navires néo-Panamax de plus grande taille, rendant le canal plus important que jamais. Ce qui avait commencé avec à peine 1 millier de navires le traversant chaque année a connu une progression exponentielle après quelques années. En 2008, ce chiffre avait grimpé à près de 15 navires par an, avec plus de 815 bateaux ayant effectué la traversée en 2012. Cela a fait du canal l'une des voies navigables les plus fréquentées et les plus importantes au monde. En fait, il a été désigné comme l'une des 7 merveilles du monde moderne par la Société américaine des ingénieurs civils. Mais aujourd'hui, le pays connaît l'une des années les plus sèches jamais enregistrées et le canal, dont la traversée prend habituellement entre 11 et 38 heures, se retrouve au cœur de cette crise. Numéro 9. La première proposition d'ingénierie au Panama. Le premier document attestant l'existence du canal de Panama remonte à 1534, lorsque Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, eut l'idée de construire quelque chose de grandiose. Il voulait construire un canal à travers l'isthme de Panama, un raccourci permettant aux navires de voyager entre l'Espagne et le Pérou. Mais les Espagnols cherchaient à obtenir un avantage militaire sur les Portugais, et ce canal aurait été une révolution pour tout le monde. Cependant, l'idée était si ambitieuse qu'il a fallu des siècles pour qu'elle devienne réalité. Mais à un moment donné en 1668, Sir Thomas Browne, médecin et philosophe anglais, a longuement réfléchi à une idée qui allait changer le monde à jamais. Il supposa que s'il était possible de traverser l'isthme de Panama, on créerait une route plus courte vers les Indes orientales et la Chine. Brown aperçut le potentiel d'un canal qui pourrait transformer le commerce mondial. Mais ce n'était pas seulement une question de curiosité. Cette idée finirait par devenir réalité et transformerait le cours de l'histoire. Étant donné la position stratégique du Panama et le potentiel de son étroit isthme séparant deux grands océans, d'autres tentatives de création de liens commerciaux dans la région ont été entreprises au fil des années. En 1698, l'Écosse a tenté d'établir une route commerciale terrestre à travers le Panama, dans l'espoir de tirer parti de sa position stratégique. Ce grand projet, comme tout le monde le pensait, connu sous le nom de Plan d'Ariane, visait à créer un raccourci entre les océans Atlantique et Pacifique. Mais les conditions difficiles de la région ont conduit à son échec et l'effort a été abandonné en 1700. En 1788,
l'idée de construire un canal à travers le Panama a été suggérée pour la première fois par les Américains aux Espagnols. Ils ont vu le potentiel du Panama et pensaient même que les courants océaniques tropicaux aideraient à élargir naturellement le canal avec le temps. Les Français ont tenté de construire le canal de Panama. Le 1er janvier 1881, la première grande tentative de construction d'un canal à travers le Panama a commencé. Ce n'était pas un projet ordinaire. Il a été inspiré par Ferdinand de Lesseps, le même homme qui avait construit le canal de Suez en Égypte et en avait tiré une fortune. De Lesseps était convaincu que creuser un canal à travers le Panama serait un immense succès. Il a levé des fonds en France, portés par les énormes profits de son précédent canal. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Imaginez essayer de creuser un canal à travers des juntes tropicales denses, en luttant contre une chaleur extrême et en découvrant comment construire d'énormes écluses pour gérer l'eau. C'était comme essayer de résoudre un puzzle géant et compliqué auquel il manquait des pièces. Numéro 8, le projet n'a pas été une mince affaire. Alors que le canal de Suez était nommé globalement simple, le canal de Panama a dû faire face à des conditions climatiques extrêmes et à un terrain complexe. Il ne faisait que 40% de la longueur, mais il était bien plus compliqué à construire. Lesseps et son équipe ne comprenaient pas vraiment les conditions climatiques extrêmes du Panama. Ils ne s'y rendaient que pendant la saison sèche, qui ne dure que 4 mois par an. Ils ont donc manqué la saison des pluies, lorsque le fleuve Chagre, là où commençait le canal, devenait un torrent impétueux qui pouvait monter jusqu'à 10 mètres. Imaginez essayer de construire un canal avec des niveaux d'eau qui peuvent soudainement monter de 10 mètres. Les ingénieurs ont été pris au dépourvu et leur projet a subi d'énormes retards. Les ouvriers ont dû faire face à des défis incroyables. La jungle était remplie de serpents, d'insectes et d'araignées dangereuses. Mais les plus grands défis étaient des maladies comme la fièvre jaune et le paludisme. Les ouvriers luttaient contre des maladies comme la fièvre jaune et le paludisme, mais ils ignoraient le véritable coupable, les moustiques. À cette époque, personne ne savait que les moustiques transmettaient ces maladies. Les mesures de santé publique n'étaient d'aucune aide car le rôle du moustique comme vecteur de maladies était inconnu. Les conditions étaient si mauvaises qu'il était difficile de maintenir une main-d'œuvre qualifiée. Le taux de mortalité était exorbitant, ce qui a freiné l'avancement du projet. Des milliers d'ouvriers sont tombés malades et sont morts. En 1884, le taux de mortalité dépassait les 200 décès par mois. C'était une tâche éthique. Les ouvriers ont dû creuser une immense tranchée dans la cordillère de Culbra pour garantir que le canal reste dégagé et sûr. Ils ont dû faire face à un défi immense. Les pentes étaient si raides que les glissements de terrain étaient une préoccupation constante. Pour faire face à cela, ils ont utilisé de puissantes pelles à vapeur. Ces pelles, achetées à une entreprise du Michigan, ont grandement aidé à maintenir l'avancement des travaux. Mais il ne s'agissait pas d'un chantier ordinaire. C'était un exploit colossal qui a impliqué des excavatrices à chaîne à Godet d'Alphonse, Couvreau, Ouiger, Richenot et même Bouet. Ces machines géantes étaient cruciales, mais construire le canal n'a pas été facile. Numéro 7, la saison des pluies. La saison des pluies transformait les équipements en acier en ferraille rouillée et rendait la machinerie presque totalement inutilisable. Les ouvriers ont dû lutter en permanence contre le climat et creuser à travers la coupe de Culbra, où les pentes abruptes faisaient des glissements de terrain une menace constante. Ils ont tout essayé pour garder le canal ouvert, mais le climat était implacable. Les fortes pluies pouvaient transformer un travail gérable en un véritable cauchemar. Malgré l'investissement d'argent dans le projet et la poursuite du recrutement de travailleurs, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le projet français, bien qu'il ait maintenu l'afflux d'investissement, a rencontré de grands revers. Les dates butoirs sont passées les unes après les autres et, finalement, l'argent s'est épuisé. En 1889, le projet français a été déclaré en faillite. Ils ont dépensé la somme stupéfiante de 287 millions de dollars, un montant énorme pour l'époque. Malheureusement, environ 22 travailleurs ont perdu la vie à cause de maladies et d'accidents, et les économies de 800 000 investisseurs ont été anéanties. Malheureusement, la situation s'est énormément compliquée. Le 15 mai 1889,
les travaux du canal furent arrêtés et le scandale de l'affaire de Panama fit la une des journaux. Ce fut un désastre. Gustave Eiffel, l'homme derrière la tour Eiffel, s'est même retrouvé mêlé à l'affaire. Laissé et son fils Charles furent accusés de détournement de fonds et condamnés à la prison. Bien que la condamnation ait ensuite été annulée et que le père Laissé n'ait pas passé un seul jour en prison, le scandale eut un impact énorme. Les conséquences du scandale et l'échec du projet entraînèrent une perte d'argent massive et un coup dur pour les plans d'infrastructure du Panama. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. En 1894, une nouvelle entreprise française appelée Compagnie Nouvelle du Canal de Panama reprit le projet. Cette fois, l'effectif était réduit, à peine quelques milliers de personnes. Leur fonction principale était de maintenir le projet en activité et de prouver que des progrès étaient réalisés. Mais attendez, ce n'est pas tout. La compagnie française ne s'est pas contentée de faire ses valises et de partir. Ils tentaient de vendre leurs actifs pour la somme impressionnante de 109 millions de dollars, tout en maintenant suffisamment d'activité pour conserver leurs concessions. L'homme d'affaires Philippe Bunau-Varilla, directeur français de la nouvelle compagnie du canal de Panama, était une personne révolutionnaire. Il a convaincu Ferdinand de laisser qu'un canal avec des écluses et un lac, et non un canal au niveau de la mer, était la solution. Ce fut un grand changement de plan et un moment crucial dans l'histoire du canal. Un comité technique de haut niveau, appelé comité technique, a été créé pour déterminer la meilleure façon de construire le canal. Ils ont travaillé discrètement et efficacement pour élaborer un nouveau plan. En novembre 1898, ils ont présenté leur nouveau plan. Ils ont proposé un canal à écluses, un peu comme d'immenses ascenseurs à eau permettant de faire passer les navires au-dessus des montagnes. Cette idée a représenté une avancée majeure et ressemblait beaucoup au canal que les Américains ont finalement construit. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Ce concept d'écluses et de lacs a été déterminant. Il ne s'agissait pas seulement de déplacer des navires, mais de gérer l'eau du Panama d'une manière totalement nouvelle. Ces changements dans la gestion de l'eau, associés à la déforestation et à la construction, ont bouleversé l'équilibre naturel. Numéro 6. Comment les États-Unis se sont-ils impliqués dans le canal de Panama? À la fin du XVIIIe siècle, le grand sujet de discussion était la construction d'un canal à travers le Panama. Ce n'était pas une idée farfelue. C'était une course entre deux options puissantes. Le président et le Sénat des États-Unis étaient en pleine effervescence de débat. Devait-il miser sur un canal à travers le Nicaragua ou soutenir les efforts français au Panama? Les Français avaient déjà lancé le projet, mais ils se sont heurtés à des obstacles à cause des maladies, d'un matériel défectueux et de dettes colossales. Les États-Unis ont vu là une occasion d'intervenir. Philippe Bunau-Varilla, qui encourageait la participation américaine au Panama, avait d'abord réclamé l'énorme somme de 100 millions de dollars. Mais face à l'option nicaraguayenne, il s'est contenté de 40 millions. Ce fut une décision cruciale. En juin 1902, le Sénat des États-Unis a voté en faveur de la loi Spooner. Cette loi a ouvert la voie à la construction du canal au Panama. Mais il y avait une condition, il fallait d'abord garantir les droits. En janvier 1903, un accord important a été signé, appelé le traité Héron. Ce traité était censé accorder aux États-Unis le droit de construire un canal à travers le Panama pour 10 millions de dollars, plus un paiement annuel. Ça paraît assez simple, non? Mais le traité visait à accorder aux États-Unis un bail à long terme sur les terres de la Colombie. Cependant, le plan a rencontré d'importants obstacles et complications. Les États-Unis étaient impatients de commencer, mais ils se sont heurtés à de nombreux obstacles en chemin. Bien que le traité ait été ratifié par le Sénat américain le 14 mars 1903, il s'est heurté à un gros problème. Le Sénat colombien l'a rejeté, inquiet du montant d'argent proposé, de la crainte de perdre le contrôle de ses terres et de la perspective d'un accord qui semblait sans fin. Avec le refus du Sénat colombien, le projet a subi des retards, mais malgré les contretemps, le canal a finalement été construit. L'immense chantier a transformé le paysage du Panama, y compris le flux d'eau dans la région. Theodore Roosevelt a décidé de changer de tactique. Au lieu de s'en tenir à l'ancien accord, il a soutenu la séparation du Panama de la Colombie. Pour lui, il a vu une opportunité et a agi rapidement.
Peu de temps après que le Panama a déclaré son indépendance, Roosevelt a reconnu le nouveau pays. Il a rapidement signé un nouveau traité avec le Panama, similaire au traité Héron original. Cet accord a accordé aux États-Unis le contrôle de la zone du canal, ce qui a conduit à la construction massive du canal de Panama. Le 2 novembre de la même année, des navires de guerre américains se sont stationnés au large des côtes pour empêcher les troupes colombiennes de stopper la grande avancée du Panama. Et devine quoi? Le 3 novembre, le Panama a déclaré son indépendance. On dirait un film, n'est-ce pas? Mais il ne s'agissait pas seulement de la naissance d'un nouveau pays. Le canal de Panama était un projet colossal qui nécessitait énormément de terrain et d'eau. Mais avant même que le Panama ne se proclame nouvelle nation, les troupes américaines étaient déjà sur place, veillant à ce que le nouveau pays soit reconnu. Les États-Unis ont rapidement soutenu le Panama et, lorsque la Colombie a tenté de réagir, les forces américaines étaient déjà déployées, appuyant le tout nouveau gouvernement panaméen. Mais il ne s'agissait plus seulement de politique. Il était aussi question de quelque chose d'une ampleur considérable. Numéro 5, un canal qui allait tout changer. Les troupes colombiennes envoyées pour réprimer la rébellion furent rassemblées à la Hateman entraînées. Ces troupes auraient peut-être pu maîtriser les rebelles panaméens par elles-mêmes, mais avec les soldats américains déjà présents au Panama, les Colombiens se sont retrouvés dépassés, car la Colombie devait gérer sa propre situation. Le pays venait tout juste de sortir d'une guerre civile brutale connue sous le nom de la guerre des 1000 jours. Imaginez le chaos. Les Colombiens étaient encore en train de se remettre de ce conflit et, heureusement pour les Panaméens, l'armée de conscrits était la meilleure option dont disposait la Colombie à ce moment-là, et elle était loin d'être prête à affronter un nouveau type de défi. Ce qui est curieux, mais intéressant, c'est que les États-Unis étaient pleinement conscients de ces conditions. Les États-Unis ne se contentaient pas d'observer depuis la touche. Ils jouaient le rôle de pacificateur entre la Colombie et le Panama. En fait, le traité de paix qui mit fin à la guerre des 1000 jours fut signé à bord de l'USS Wisconsin le 21 novembre 1902. Lorsque les États-Unis sont intervenus, ils planifiaient déjà le canal de Panama et connaissaient parfaitement les conditions du terrain. La construction du canal a impliqué la modification des rivières et l'abattage de vastes zones forestières pendant l'attente au port. Les États-Unis ont également amené des équipes d'ingénieurs au Panama avec la délégation de paix afin de commencer à planifier la construction du canal, et ce, même avant d'avoir obtenu les droits pour le construire. Tous ces facteurs ont fait que les Colombiens n'ont pas pu réprimer la rébellion panaméenne ni expulser les troupes américaines qui occupaient ce qui est aujourd'hui la nation indépendante du Panama. Le 6 novembre 1903, alors que Felipe Buenos Varillas était ambassadeur du Panama, le traité Buenos Varillas a été signé, accordant aux États-Unis le droit de construire et de contrôler le canal de Panama. À cette époque, le canal apportait des opportunités économiques, des emplois et de la croissance. Mais il y avait quelque chose de caché dans les petites lignes de ce traité, une clause qui ressemblait à un contrat de location de 99 ans. Il était trompeur de faire croire aux gens que la zone du canal serait contrôlée indéfiniment par les États-Unis. Et presque immédiatement, le traité a été condamné par de nombreux Panaméens comme une violation de la nouvelle souveraineté nationale de leur pays. Numéro 4. Comment fonctionne le canal? Alors, comment fonctionnent les écluses du canal de Panama? En réalité, le passage de grands navires par le Panama n'est pas aussi simple que de simplement flotter d'un côté à l'autre. Lorsqu'un navire arrive de l'Atlantique, il entre dans la première des 3 écluses de Gata. Voici l'astuce. Chaque chambre d'écluse se remplit de l'impressionnante quantité de 26,7 millions de gallons d'eau pour élever le navire. Les portes se ferment et l'eau se déverse à travers 20 orifices situés au fond de la chambre. En seulement 8 minutes, la chambre se remplit et le navire s'élève. Une fois en haut, il navigue sur le lac Gata. Ensuite, dans les écluses de Pedro Miguel, le processus s'inverse, où ils descendent au niveau de la mer. Les navires ne traversent pas le canal de Panama gratuitement. Il paie un péage basé sur les dimensions du navire à chaque passage. Cela rapporte à Panama plus de 2,5 milliards de dollars par an. Le canal, long de 80 km, accueille près de 14 000 traversées par an, principalement de porte-conteneurs et d'autres navires transportant du carburant, du charbon, des céréales, des minerais et des métaux.
Bien que d'autres petits bateaux effectuent la traversée, l'impact économique du canal de Panama sur le commerce mondial. Actuellement, plus de 100 navires de marchandises sont bloqués en attente de traverser le canal. La sécheresse a obligé le Panama à réduire la capacité du canal, créant ainsi un énorme retard. Et ce n'est pas seulement un problème local. Ce goulot d'étranglement a alimenté l'inflation, notamment aux États-Unis, et a causé d'énormes pertes aux compagnies maritimes du monde entier. Ce n'est pas seulement une question de malchance, car le Panama a historiquement eu du mal à gérer efficacement ses ressources en eau. Malheureusement, le niveau de l'eau dans le canal a tellement baissé que l'autorité du canal de Panama a dû prendre la difficile décision de réduire le nombre de navires autorisés à traverser chaque jour, passant de 36 à seulement 32. Réfléchissez Y. Moins de navires signifie plus de retard, et ces retards entraînent des coûts plus élevés. Et ces coûts pourraient avoir des conséquences, affectant tout, du prix des billets au commerce mondial. Et la triste réalité, c'est que, pendant que le Panama traverse cette crise, il y a beaucoup en jeu, non seulement pour le Panama, mais aussi pour le monde entier. 73% du trafic du canal est lié aux exportations et importations de matières premières américaines, ce qui représente environ 270 milliards de dollars de marchandises. Malheureusement, si rien n'est fait pour résoudre ces retards dans le transport, les prix aux États-Unis pourraient commencer à augmenter, affectant tout, des produits alimentaires aux appareils électroniques. De plus, il faut savoir que, même si l'économie panaméenne dépend du canal, celui-ci ne représente que 6% du PIB du pays. Donc, alors que le monde subit la pression, le Panama pourrait ne pas être aussi touché. Troisièmement, les compagnies maritimes se préparent à d'énormes pertes. Maersk, la deuxième plus grande compagnie maritime du monde, s'efforce de maintenir les livraisons comme prévu. Ils ont déclaré qu'ils suivaient les directives du canal de Panama et adaptaient leur cargaison pour minimiser les interruptions, mais cela n'a pas été facile. Comme vous le savez, Maersk transporte plus de 4 millions de conteneurs par des canaux comme celui-ci chaque année, mais ils sont maintenant confrontés à d'importantes interruptions, comme celle du canal de Suez. Case. En parlant de la crise du canal de Suez, voici une brève histoire. Le 23 mars 2021, le porte-conteneurs Evergiven s'est échoué dans le canal de Suez. De forts vents et une tempête de sable l'ont fait heurter les berges du canal, bloquant le passage à tous les autres navires. En quelques jours, plus de 300 navires se sont retrouvés bloqués, attendant de pouvoir passer. Il a fallu presque une semaine pour libérer les Evergiven et, à ce moment-là, le commerce mondial était déjà impacté. L'impact a été massif et a coûté des milliards de dollars aux compagnies maritimes. Malheureusement, le canal de Panama fait face à une crise différente, mais qui pourrait être aussi grave que celle du canal de Suez. Mais Eduardo Zagara, expert en agriculture et en eau, avait prédit ce type de crise il y a des années. En 2017, il avait averti que le niveau d'eau du canal de Panama pourrait baisser au point d'interrompre le commerce mondial, et il avait même dit que cela pourrait se produire 2 ou 3 fois. Et maintenant, ces prédictions semblent se réaliser. Choix des abonnés. Pour les Panamiens, cette sécheresse ne concerne pas seulement un lac ou un canal. Il s'agit de leur vie. L'eau se fait rare et chaque goutte compte. Ils font face à des défis qu'ils n'auraient jamais imaginés, tout cela parce que la pluie n'est pas venue quand elle aurait dû, alors que le Panama traverse l'une de ses années les plus sèches. La question est, comment vont-ils s'adapter? La réponse pourrait déterminer l'avenir de cette terre et les moyens de subsistance qu'elle offre au monde. Numéro 2. Pourquoi le canal de Panama s'est-il asséché? Tout d'abord, et de façon fondamentale, nous sommes confrontés à la réalité indéniable du changement climatique. Le Panama subit ces effets de manière particulièrement sévère et sans précédent. Le changement climatique a provoqué une altération significative et préoccupante des schémas météorologiques traditionnels, se manifestant principalement par une réduction spectaculaire des précipitations et une augmentation notable des températures moyennes. Cette situation s'inscrit dans un contexte mondial d'extrême climatique, où certaines régions subissent des inondations dévastatrices, tandis que d'autres, comme c'est le cas du Panama, font face à des sécheresses de plus en plus longues et sévères. Cependant, il serait simpliste d'attribuer toute la crise uniquement au changement climatique. Selon l'analyse détaillée de l'expert en ressources hydriques,
Eduardo Zagara, la problématique du Panama a des racines bien plus profondes et complexes. Le pays fait face à des défis structurels majeurs dans la gestion de l'eau. Le système hydrique actuel fonctionne avec une inefficacité alarmante, caractérisée par une structure tarifaire inadéquate, où les usagers paient des montants si faibles pour le service qu'ils ne couvrent même pas les coûts opérationnels de base de production et de distribution. Cette situation est particulièrement préoccupante dans le contexte urbain, où la mauvaise gestion de la ressource en eau se combine de façon dangereuse avec les effets d'une sécheresse de plus en plus marquée. La déforestation apparaît comme un autre facteur critique dans cette équation, provoquant une détérioration significative de la capacité naturelle du sol à retenir et à réguler l'eau. Pendant ce temps, les demandes croissantes du canal exercent une pression supplémentaire sur un écosystème déjà fragilisé, créant un déséquilibre de plus en plus marqué entre la disponibilité et la demande en eau. Pour la population panaméenne, cette crise dépasse la simple opérationnalité du canal. Elle est devenue une question de survie fondamentale. Les questions fondamentales auxquelles ils sont confrontés sont pressantes. Comment maintenir la production agricole dans des conditions de sécheresse extrême? Comment soutenir la vie quotidienne lorsque les sources d'eau naturelle s'épuisent progressivement? En ce moment crucial, le Panama se trouve à une croisée des chemins historiques. Si le canal représente un atout stratégique fondamental pour l'économie nationale, la préservation de l'équilibre écologique et la durabilité du territoire sont tout aussi vitales. Les décisions qui seront prises aujourd'hui seront déterminantes pour savoir si le pays parviendra à atteindre un équilibre durable ou s'il continuera à subir les conséquences négatives de son propre développement. Deuxièmement, nous sommes confrontés au défi croissant de l'expansion urbaine et de la croissance démographique accélérée. Les villes panaméennes connaissent un développement urbain sans précédent, caractérisé par la prolifération de nouvelles constructions et une augmentation significative de la densité de population. Cette croissance exponentielle engendre une demande toujours plus forte sur les ressources en eau disponibles. La situation s'aggrave considérablement en raison de l'état dégradé des infrastructures hydrauliques existantes, qui présentent d'importantes pertes dues aux fuites et des insuffisances dans le système de distribution. Pendant les périodes de sécheresse, ces inefficacités sont amplifiées, créant un cercle vicieux où la demande croissante se heurte à une offre de plus en plus limitée, générant une crise qui s'intensifie progressivement. La combinaison de tous ces facteurs, la croissance démographique, l'infrastructure défaillante et la diminution des précipitations, a créé une situation critique qui nécessite une attention et des solutions urgentes. Numéro 1. Les rivières s'assèchent et la terre se dessèche. Malheureusement, la situation a un impact profond et perturbant sur la vie quotidienne de la population panaméenne. Imaginez l'angoisse de devoir survivre alors que l'eau, une ressource aussi fondamentale pour la vie, vient à manquer de façon dramatique. C'est la dure réalité à laquelle sont confrontées d'innombrables familles panaméennes en ces moments critiques. Chaque jour, elles sont confrontées à des décisions extrêmement complexes et stressantes. Comment obtenir la quantité minimale d'eau nécessaire à leurs besoins essentiels et comment gérer soigneusement chaque goutte pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Le remarquable développement économique et urbain qu'a connu le pays au cours des dernières décennies a apporté d'importantes opportunités de croissance, mais il a également engendré des défis majeurs en matière de gestion des ressources. Cette crise actuelle est principalement due à la grave pénurie de précipitations pendant la saison des pluies de 2023. Au début de cette année-là, la situation semblait prometteuse et les prévisions étaient optimistes. Le lac Gatun, source vitale d'eau pour le canal, affichait des niveaux sains et rassurants. Cependant, lorsque la saison des pluies tant attendue est arrivée, la nature n'a pas coopéré comme on l'espérait. Pendant la période critique de mai à décembre, les précipitations qui caractérisent traditionnellement le climat panaméen ont brillé par leur absence. Les nuages traversaient le ciel, mais restaient secs, sans libérer la pluie tant attendue. De façon graduelle mais inexorable, le lac Gatun a commencé à connaître une baisse inquiétante de son niveau. L'eau continuait de diminuer jour après jour, jusqu'à ce que la gravité de la situation devienne indéniable. En analysant attentivement cette problématique complexe, il devient évident que le Panama doit mettre en place de toute urgence des solutions globales et durables pour faire face à cette crise hydrique sans précédent. En réponse à cette situation critique,
le conseil d'administration du canal a travaillé intensément à l'élaboration de solutions innovantes et de propositions ambitieuses qui vont bien au-delà de la simple gestion des problèmes immédiats du canal. Des initiatives transformatrices sont à l'étude, telles que la redéfinition complète des sources d'eau du canal et la construction stratégique de nouveaux réservoirs de grande capacité. Cette rénovation intégrale du système vise à instaurer une solution durable en modernisant la législation établie en 2006 et en supprimant les restrictions obsolètes qui freinent le progrès. L'objectif fondamental de ces initiatives est d'optimiser de manière significative l'utilisation de la ressource en eau et de développer des méthodes innovantes pour son stockage et sa distribution. Un exemple marquant est l'ambitieux projet de construction d'un nouveau réservoir sur la rivière Indio, conçu spécifiquement pour garantir un approvisionnement constant en eau douce. Parallèlement, des mesures d'urgence à court terme sont mises en œuvre, comme l'installation de nouvelles prises d'eau dans la région de Gamboa. Cependant, ces solutions se heurtent à des obstacles considérables. La rivière en question se trouve en dehors de la juridiction traditionnelle du bassin du canal, ce qui complique de manière significative le processus d'approbation et d'exécution du projet. Il est important de souligner que ces transformations ne se produiront pas immédiatement. De nombreux défis bureaucratiques et réglementaires doivent être surmontés, et l'ensemble du processus pourrait s'étendre sur plusieurs années avant que des résultats tangibles ne soient observés. Les applications futures de cette crise sont préoccupantes. Si la tendance à l'assèchement au Panama se poursuit, le canal pourrait être contraint de mettre en place des restrictions de plus en plus sévères dans son fonctionnement, ce qui entraînerait inévitablement des retards logistiques accrus et une augmentation significative des coûts d'exploitation, impactant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale. On se retrouve dans la prochaine vidéo.